Bonjour à tous, on va peut-être commencer. Je ne sais pas si vous voyez s'il y a des gens qui attendent derrière encore ou pas. Non? Parfait, on y va. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là, de venir vous présenter un bilan de la MDD en France et en Europe sur l'année passée, donc principalement sur l'année 2015. Et puis vous verrez, on se remettra sur un historique un peu plus long pour essayer de voir quelle est la perspective long terme et comment les marques de distributeurs, les marques propres évoluent. Alors on a nommé ça vers un horizon meilleur pour la MDD. On n'a pas voulu le mettre sous forme de point d'interrogation, un petit peu en s'auto-convainquant effectivement que l'horizon va être meilleur pour la MDD en France dans les années à venir. Puisque vous le voyez, et je pense que vous le savez, la situation n'est pas exceptionnelle en ce moment. Tous les paramètres magasins, notamment en France, vont un peu à l'encontre de la force de la MDD et vont plutôt vers la marque nationale, la marque de fabricant. C'est pas pour ça que tout est foutu, c'est pas pour ça que n'y a pas des champs de croissance qui peuvent s'ouvrir à la MDD, et on va essayer de voir comment faire. Juste, la présentation elle est en français comme vous l'avez bien compris. Si vous avez des questions, s'il y a des personnes qui sont anglophones dans la salle et qui ont des questions à la fin, n'hésitez pas à les poser en anglais. J'essaierai d'y répondre avec le plus de pertinence possible. L'agenda il est relativement simple en 3 parties. On va commencer par faire un rapide panorama de la situation de la grande consommation en Europe. On ne se concentrera pas uniquement sur la marque de distributeur, mais essayer de voir aussi un petit peu dans quel contexte la consommation se porte en Europe. Alors c'est plutôt l'Europe occidentale, hein, l'Europe des 8 grands pays occidentaux. La deuxième partie sera la partie un peu d'explication. Pourquoi aujourd'hui la marque de distributeur se porte pas très bien en France. Vous verrez que c'est le cas dans pas mal de pays d'Europe aussi, hein, et les raisons sont souvent assez similaires. Et puis le cœur finalement de notre intervention, le cœur de mon message sera de dire que si on veut faire en sorte que la MDD reprenne de la croissance, retrouve ces belles années, il ne faut pas réfléchir comme on l'a fait depuis les années 2000. Il faut changer un peu le prisme de la réflexion et il faut avoir en tête le fait que la MDD est un vecteur de différenciation. Pour les enseignes, mais aussi dans le choix des consommateurs, la MDD va devenir quelque chose d'important pour la différenciation. Vous savez que on passe d'une ère du tout le monde aimait acheter la même chose, c'était l'époque quand j'étais jeune où tout le monde voulait avoir les mêmes pumps, à une époque où tout le monde va avoir une chose différente. Personne ne veut être habillé de la même manière que ses voisins. Et tout le monde aime bien l'originalité, tout le monde aime la différenciation, tout le monde aime bien l'exclusivité. Donc ce sera un peu le message de la fin, de dire voilà, l'innovation va être au cœur de la stratégie. Elle est déjà au cœur de la stratégie des marques de fabricants. Elle doit être évidemment au cœur de la stratégie des marques de distributeurs. Je pense que vous l'avez tous bien compris ici. Et voilà, et le discours, c'est aussi à nous de le porter dans les enseignes pour que ce soit un discours commun et gagnant-gagnant pour tout le monde. En tout cas, les consommateurs sont prêts. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous informons, les personnes inscrites aux ateliers sourcils, que les attentes Désolé. Merci. Pour démarrer, on se remet un peu en perspective sur un scope de 9 pays, donc qui sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, l'Autriche et la Pologne. Et vous voyez que globalement, ces pays sont en croissance, hormis le Royaume-Uni, l'Italie et le Portugal. Alors le Royaume-Uni vit une guerre des prix sans précédent depuis assez longtemps et ça pénalise vraiment la croissance valeur. L'Italie est aussi dans une période assez difficile et le Portugal aussi. Vous voyez à l'inverse que des pays comme l'Espagne, des pays comme l'Allemagne, la France, mais aussi la Belgique et l'Autriche sont plutôt dans des bonnes croissances. Et voilà.
Alors après, dans le marché de l'alimentaire, on n'est pas sur des croissances à 2 chiffres, 3 chiffres. On est quand même sur des marchés qui sont relativement mûrs, des marchés qui sont relativement matures, et qui du coup corroborent un petit peu tout ce qu'on va dire à la fin, c'est-à-dire des marchés qui ont besoin de différenciation, qui ont besoin d'innovation. On est dans des marchés dans lesquels c'est la part de marché, c'est la guerre de la part de marché plutôt que voilà, la possibilité de faire de la croissance très forte. Alors évidemment, il y a des exceptions en fonction des catégories, en fonction des marchés, mais globalement, on est quand même sur des marchés qui sont plutôt mûrs et dans lesquels on n'ira jamais retrouver des croissances à plus 3, plus 4. Qu'est-ce qui va tirer la croissance de ces marchés-là? Ici, on est bien sur un total marque de fabricants plus marque de distributeurs. Et vous voyez qu'en Europe, c'est vraiment la catégorie snacking, donc tout ce qui est confectionery and snacking, qui tire essentiellement la croissance. Quand on se promène dans les allées, on comprend un petit peu aussi pourquoi. Évidemment, la grosse tendance d'innovation aujourd'hui, ça va être la praticité, ça va être le consommer en dehors de chez soi, ou même consommer chez soi, mais des produits relativement simples à consommer. Deuxième catégorie qui marche assez bien, après qui pèse beaucoup moins lourd, ça va être les catégories de la santé, vous voyez, qui sont aussi sur des très bonnes croissances. Bon, là, on regarde en évolution, évidemment, en contribution, c'est-à-dire en gain de chiffre d'affaires. Vous voyez que clairement, le snacking porte la croissance de la consommation alimentaire en Europe, puisque ça fait 50% de la croissance valeur l'année dernière, en 2015. Donc clairement, une très forte croissance. La deuxième source de croissance, ça va être notamment les boissons alcoolisées. Et à l'inverse, deux marchés qui s'en tirent un peu moins bien. Et vous verrez que c'est aussi le cas sur les marques de distributeurs en Europe. C'est le marché des boissons sans alcool. Alors qu'on a vécu à travers l'Europe un été qui était particulièrement beau, et en particulier les mois de mai-juin étaient vraiment, enfin en tout cas le mois de juin était particulièrement chaud, ça aurait dû profiter aux boissons sans alcool, et vous voyez qu'effectivement les boissons sans alcool ne réagissent pas hyper favorablement cette année. C'est vraiment les catégories snacking, les catégories aussi alcool. Alors dans l'alcool, c'est beaucoup la bière qui tire la croissance et c'est beaucoup de la valorisation. D'accord ? Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas vraiment de la croissance volume qui va faire toute cette croissance-là, mais c'est vraiment aller consommer des produits plus chers en magasin. Il y a aussi un effet majeur, c'est un effet de transfert qui est valable pour le snacking, mais aussi pour les boissons alcoolisées. Un effet de transfert du restaurant, du bar. Après ça dépend d'autres pays, mais voilà, du petit déjeuner par exemple, hein, sur le catégorie snacking aussi, en Espagne par exemple, vers la GMS. Et on se rend compte effectivement que le out of home, toutes les catégories hôtel-restaurant souffrent plutôt sur l'alimentaire, et il y a un effet de transfert qui vient se faire sur la GMS, sur la grande distribution. Et alors, qui fait cette croissance? Ici, on vous a mis, sans les nommer, les 10 premiers intervenants en Europe. Je pense que vous les connaissez. Si on faisait un petit quiz sur qui est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, je pense que vous les trouveriez assez rapidement. Pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas vous les donner. Et puis, on vous a mis la MDD. Donc, la MDD pèse en moyenne en Europe 36% en valeur. Attention, c'est sur un total avec hard discounter. Donc, évidemment, ça surestime un petit peu parfois ce que vous avez l'habitude de voir. Mais ce qui est important, c'est qu'au sein de ces 7 plus grands fabricants, plus la MDD qui finalement est le plus gros fabricant et le plus gros producteur de biens de consommation en Europe, tout le monde perd un peu de la part de marché. Et qui progresse? Et bien qui progresse, ça va être ce qu'on a appelé les autres. Donc c'est des choses c'est une réalité qui se vérifie beaucoup en France et qui se vérifie aussi dans pas mal d'autres pays en Europe, c'est-à-dire les plus petits producteurs, les PME, mais pas seulement, tous les fabricants qu'on va appeler les mid-tier, donc ces fabricants qui ne sont pas des mastodontes de la consommation, de la production, de l'agroalimentaire. Ce n'est pas Nestlé, Mondelez, Coca ou d'autres, mais ça va être des fabricants qui, notamment par le besoin de différenciation des enseignes, vont avoir la faveur du référencement, vont avoir la faveur de la promotion, vont avoir la faveur aussi d'échapper souvent à la guerre des prix.
Je vous vois beaucoup noter, je vous donne la présentation, donc n'ayez pas peur si vous n'avez pas tous les chiffres, on vous la laisse, je ne sais pas de quelle manière on pourra vous la laisser, mais voilà, on pourra vous la donner bien volontiers à la fin. Et dernier point sur le global des pays européens, c'est de se dire que finalement la situation de la MDD en Europe, elle varie beaucoup. Elle varie beaucoup en fonction des pays. Vous avez vu tout à l'heure, on est environ à 36% en poids, mais il y a des grandes différences en fonction des pays. Les records, ça va aux Pays-Bas et à l'Espagne et à l'Allemagne. On a aussi, donc là c'est évidemment avec les hard discounters, ce qui va certainement pousser un petit peu le poids que vous avez l'habitude de voir peut-être sur les Pays-Bas ou sur l'Allemagne. Mais vous le voyez, donc en orange, on a le poids de la part de marché finalement de la MDD dans les différents pays européens. Et en bleu, l'évolution du chiffre d'affaires de la MDD dans ces différents pays-là. Vous voyez que quand même globalement, c'est une perte de position dans pas mal de pays, notamment en France, notamment au Portugal, notamment aussi au Royaume-Uni, mais aussi dans des pays dans lesquels elles sont en évolution positive et dans lesquels malgré tout elles vont perdre des positions. Je pense à l'Allemagne par exemple. Je pense à la Belgique, par exemple, aussi. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans chaque pays, l'histoire, finalement, de la concentration des enseignes va avoir un impact majeur sur le poids de la MDD et sur la structure de la MDD. Le pays dans lequel la MDD a progressé le plus depuis les 10 dernières années, c'est l'Espagne. Et en Espagne, vous savez qu'il y a une enseigne qui s'appelle Mercadona et qui va avoir un business model qui est très fortement porté sur l'explosion de la MDD, en tout cas un business model qui est fait sur peu de marques nationales, beaucoup de MDD. Donc c'est un pays effectivement dans lequel la marque de distributeur a eu un rôle fort et notamment a eu un rôle fort pour soutenir la consommation dans une période de crise assez forte. Au Royaume-Uni, la situation est complètement différente puisque la croissance de la MDD depuis quelques années, elle vient beaucoup plus de la MDD premium. Donc de la MDD haut de gamme, à la fois bio mais aussi terroir, et c'est des choses qu'on va retrouver en France. Pour la France, la situation, elle est qu'on est aux alentours de 33% de part de marché au global H&M, Total France, H&M, SM, Hard Discount, Proxy, Drive, etc. On verra tout à l'heure qu'il y a des énormes écarts en fonction des circuits, mais on est quand même dans une situation où la MDD perd des positions depuis 3-4 ans, et on va essayer, et c'est ma deuxième partie, d'expliquer pourquoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la limite en fin de partie ou à la fin, j'essaierai d'y répondre. Je n'aurai pas forcément toujours les réponses, mais j'essaierai au moins de vous donner des éléments, des pistes de réflexion si je n'ai pas la réponse. Par exemple, si vous me demandez pourquoi la MDD recule si fortement en Pologne, je n'ai pas forcément la réponse. C'est le type de réponse que je n'aurai pas. La France, c'est un peu le cœur de notre présentation aujourd'hui. J'aurais aimé titrer autre chose. J'aurais aimé effectivement que la présentation soit plus sous forme de points d'exclamation, le retour à la croissance, plutôt que sous forme de points d'interrogation. Puisque effectivement, 2015 a un peu confirmé ce qu'on avait craint en 2014 et en 2013, c'est-à-dire que la situation n'est pas très bonne. La situation n'est pas très bonne, et pourtant on y voit quand même des sources de relais de croissance possibles. J'aime bien toujours commencer par du positif et vous montrer effectivement que si la MDD souffre aujourd'hui en France, c'est pas vraiment parce que les shoppers désertent la MDD. C'est pas vraiment parce que les shoppers désertent la MDD. D'abord, la première chose, c'est la MDD est consommée par 100% des Français en France. 100% des Français consomment de la MDD. Ça ne veut pas dire qu'ils en achètent tout le temps, ça ne veut pas dire qu'ils en achètent dans chaque panier, mais ça veut dire que 100% de la MDD ont au moins acheté dans l'année une fois. 100% des Français ont au moins acheté une fois de la MDD. Et vous voyez que finalement, c'est assez unique puisque même Unilever, Nestlé ou Mondelez n'ont pas ce privilège-là. On a toujours une marque, effectivement, qui échappe à certains Français. Mais ce n'est pas là que la MDD fait la plus grosse différence. La MDD fait la plus grosse différence sur la fréquence d'achat. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les Français vont en moyenne un peu moins de 100 fois par an en magasin. Environ 98 ou 99 fois. Et vous voyez que les Français, sur ces 98 ou 99 fois,
ils consomment 81 fois par an de la MDD. Donc là, on est vraiment sur le nombre de fois dans l'année où les Français ont acheté ou ont placé dans leur caddie au moins une fois de la MDD. 81 fois sur 99 fois. Ça veut dire, si on refait les petits calculs que j'ai fait à votre place, il y a environ 84% des caddies français qui contiennent de la MDD. C'est très théorique, vous allez me dire, parce qu'effectivement, il peut y avoir un peu plus de caddies, mais voilà, c'est la moyenne qu'on a faite. Donc la MDD est vraiment dans les habitudes de consommation des Français. On ne peut pas dire effectivement que aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui ne recule pas, hein, pas du tout. Les Français achètent de la MDD, en consomment beaucoup. En revanche, ils en consomment moins qu'avant. En tout cas, ils dépensent moins qu'avant pour la MDD. Ça c'est indéniable, puisque si vous regardez en fait en orange, alors, je suis désolé pour ceux qui sont là, mais je vais expliquer ici. En orange, ici vous avez en fait la part de marché sur un total H&M/SM, on est hors hard discounter ici, des plus grandes marques de fabricants. Donc ici on est sur les plus grands groupes de fabricants, les groupes qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en hyper et supermarché. D'accord ? En orange, ça va être la MDD, et puis ensuite vous allez avoir les différents types de PME. Pourquoi c'est important ou c'est intéressant de montrer la PME ici ? Parce que vous, producteurs de MDD, ou vous qui achetez de la MDD, ou vous qui en distribuez, vous êtes souvent aussi petits producteurs où on sait très bien qu'il y a une énorme corrélation, qu'il y a une énorme cohabitation, j'allais dire, entre les PME en France et les MDD. Et vous voyez que la tendance long terme, finalement, ça va être quand même que la MDD recule en part de marché, hein, clairement. On avait atteint un sommet en 2010, enfin en 2009-2010, puisqu'on avait atteint les 30 points de part de marché sur un total H&M/SM, et aujourd'hui on passe en dessous des 28% de part de marché. Donc clairement la MDD a perdu des positions. Elle a perdu des positions notamment au profit ou à cause des petites entreprises. Ça corrobore un petit peu ce qu'on disait au début sur le Total Europe. Les plus petites entreprises, le mid-tier, vous voyez que ce ne sont pas forcément les TPE hein, qui vont aller chercher de la part de marché sur les PME, sur les MDD, pardon. Ça va être plutôt les entreprises de taille moyenne. Donc ces entreprises qui font entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. En France, c'est des sociétés comme Materne, c'est des sociétés comme, voilà, il y en a plusieurs. Voilà, vous voyez très bien, moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça reste des sociétés qui ont une certaine importance, mais qui effectivement ne sont pas des sociétés, des très grands groupes industriels. Si on se remet du coup un petit peu sur la situation court terme, 2015, je vous ai dit, la MDD perd des positions et perd du chiffre d'affaires. La grosse différence par rapport à l'année dernière ou par rapport à 2013, c'est que la MDD ne fait plus de croissance. En fait, la MDD perd des parts de marché depuis 4-5 ans, mais ça fait que 2 ans que la MDD perd, j'allais dire, dans le dur, hein, en brut, du chiffre d'affaires. Et finalement, si on se remet sur une croissance, alors je ne l'ai pas mis ici, c'est une grosse erreur de ma part, mais la croissance en France, c'est 1,6. D'accord ? C'est un chiffre qu'il faut que vous ayez en tête. 1,6, c'est la croissance de la France. Et on voit effectivement que cette croissance, elle va venir à 0% de la MDD, puisque la MDD est en recul, et elle va venir à 46,5% des grands groupes industriels, ceux qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. En revanche, c'est vraiment les plus petits groupes, donc ceux qui pèsent moins, hein, vous le voyez, si on revient ici, les plus petits groupes, ils font 21,7% du chiffre d'affaires, et ils font plus de 53% de la croissance. Donc vraiment, une réelle importance. Et alors pourquoi vous allez voir que finalement ces petits groupes, ces PME, ces TPE, ces ETI vont être une véritable concurrence finalement pour la MDD. Je sais que ce n'est pas évident parce que souvent vous, producteurs de MDD ou vous, distributeurs de MDD, vous êtes un petit peu les mêmes en fait. Et il y a vraiment une concurrence qui existe aujourd'hui réellement en magasin entre les petites entreprises, PME, ETI, TPE et les marques de distributeurs. Pourquoi ? Ce slide, elle est importante et finalement, elle raconte un petit peu toute l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui sur les MDD et pourquoi la MDD souffre. Je
Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une question trop shopper, c'est pas une question de perte d'affinité. C'est pas une question que les consommateurs français en ont marre de voir de la MDD et en ont marre de ces produits-là. D'ailleurs, ils nous le disent, hein, c'est un chiffre qu'on avait donné l'année dernière, mais 76% des Français pensent que la MDD c'était un bon rapport qualité-prix. C'est pas neutre, c'est plus que la moyenne au niveau européen. Donc ça veut dire effectivement qu'en France, de par une distribution qui est aussi très importante, qui a beaucoup de poids, bah, la MDD a eu de l'importance. Alors je vais expliquer ce... Je vais me mettre là, comme ça, c'est pas toujours les mêmes qui en profitent. Qu'est-ce qu'il faut regarder ici? La première chose, c'est la décomposition de la croissance de la MDD en fonction des types de MDD. Vous voyez qu'il y a 4 types de MDD, ou en tout cas chez Nielsen, on identifie 4 types de MDD. On pourrait en identifier plus, mais voilà, c'est déjà une bonne démarche. Alors vous voyez qu'on n'est pas exactement sur le même scope, plus 1,6, puisqu'il nous manque ici la proximité, je m'en excuse, mais globalement les tendances sont les mêmes. La première chose à avoir en tête, c'est qu'effectivement, les marques de fabricants, on l'a vu, progressent plus vite que la moyenne. Pour la MDD, on a un recul de 1,8. Ce recul de 1,8, il se fait majoritairement par quoi? Par la MDD standard. La MDD standard pèse 85% du poids de la MDD au global. On le verra juste derrière, 87% même, je pense. Et donc, c'est vraiment 80%, voire 100%, 95% du recul aujourd'hui de la MDD se fait par la MDD standard. La MDD premier prix, elle est complètement, effectivement, j'allais dire presque abandonnée par les distributeurs, et on voit un recul qui est très fort. Aujourd'hui, la MDD premier prix pèse très peu dans les assortiments, pèse très peu aussi dans les achats. On a des relais de croissance qui existent, qui sont la MDD premium et la MDD bio. Donc on est sur un phénomène de valorisation, un vrai phénomène de valorisation qui existe partout dans la GMS et qui se retrouve aussi sur la MDD. Alors on va voir que c'est un des relais de croissance possibles pour la MDD, on le verra dans la dernière partie. Par contre, ce n'est pas le seul. Moi, pour l'instant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la MDD standard, 80% du business de la MDD, 90% de la contribution au recul de la MDD, fait quand même un recul de -2 en France. Alors pourquoi la MDD standard est en recul? Finalement, si on regarde ce qui se passe en magasin, si on se remet vraiment dans le magasin, qu'est-ce qui va expliquer les ventes en magasin? Chez Nielsen, on nous apprend un petit peu, toujours comme ça, quand on est en formation, il y a 3 éléments explicatifs majeurs. Le premier, c'est le référencement. Et ensuite, il y a les éléments qualitatifs. Dans les éléments qualitatifs, il va y avoir le prix, la promo notamment. Après, il y a les éléments de qualité. Ça nous échappe un petit peu chez Nielsen. C'est plus votre business, j'allais dire votre cœur de métier. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a une impression que la qualité est un peu moins bonne qu'avant. Mais pour l'instant, les shoppers ne poussent pas trop dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ne nous disent pas on ne veut plus la MDD parce qu'elle n'est pas bonne. Si on s'intéresse un petit peu plus à ces 3 éléments-là, le premier élément, c'est le nombre moyen de référence. Le nombre moyen de référence, c'est en fait le référencement des produits MDD. Et vous voyez ici très bien que en 2015, sur le total PGC plus FLS, donc les produits de grande consommation, le nombre de références a progressé de 2,5%. C'est assez important quand même, 2,5%. Certaines enseignes ont poussé le référencement à plus 5, plus 6%. Ça veut dire par exemple que pour une enseigne comme un gros H&M qui ait fait 15 ou 20 000 références, augmenter de 5 ou 6% son nombre de références, même de 2,5%, ça veut dire référencer potentiellement 200, 300, 400 nouvelles références. Donc c'est pas neutre. Et quelles sont ces références qui ont été poussées? Principalement des marques de PME, des petits groupes. Puisque vous voyez que ces petits groupes progressent de 5% sur le nombre de références. Et à l'inverse, la MDD ne progresse que de 1%. Or, on sait très bien que depuis une quinzaine d'années, comment a gagné la MDD? Par le référencement. Clairement, ce qui a fait la différence et ce qui a permis à la MDD de se construire dans les dernières années, dans les 10 ou 15 dernières années, c'est le référencement. C'est le fait d'aller loader, j'allais dire, remplir des rayons, remplir des catégories au fur et à mesure et aller grignoter des points, des parts de marché par de l'offre au sein des dernières années. Donc aujourd'hui, et ça c'est la 2e année consécutive, finalement la MDD perd de la part d'offre. Perd de la part d'offre, je ne l'ai pas mis en linéaire, mais c'est la même chose. Il y a moins de MDD et la MDD est moins visible en magasin. Rentrez dans un magasin, vous savez tout de suite que si le produit n'est pas présent,
bah vous avez pas, déjà vous ne pouvez pas l'acheter, et s'il est moins visible, clairement on ne l'achète pas non plus. La deuxième chose, c'est le prix. Quand on parle de MDD, clairement on parle de prix, puisque qu'est-ce que c'est que la MDD sinon le bon rapport qualité-prix? Le bon rapport qualité-prix, ça veut dire aussi que le prix doit être compétitif. Or, on est dans une... depuis 3 ans, hein, je ne vous apprends rien, mais en France, c'est le cas aussi aux Pays-Bas, c'est le cas aussi en Angleterre, on est dans une guerre des prix assez claire. Elle se réduit un petit peu cette année, mais finalement les produits qui en ont subi les principales conséquences, en termes de compétitivité de prix, ça va être la MDD. Si vous regardez ici, excusez-moi, le 62 que vous voyez là, c'est en fait ici c'est les marques nationales. Donc les marques nationales, elles restent à 100, c'est l'indice de prix des marques nationales. Et on va regarder juste l'indice de prix depuis 4 ans des MDD. Alors c'est pas un prix moyen, hein, c'est vraiment le prix du produit par rapport à son MeToo MDD. Si je prends le Coca-Cola Regular 1,5 litre, ça va être le Cola Regular 1,5 litre sucré, donc exactement le même. Et vous voyez que parce qu'il y a eu la guerre des prix sur la marque nationale, et bien finalement l'écart de prix entre la MDD et les marques nationales c'est très fortement réduit. Très fortement réduit, à tel point qu'il y a 4 ans on était sur un écart de prix moyen de 38%. Cette année on est sur un écart de prix moyen de 20%. C'est devenu vraiment très faible. 20%, ça veut dire que, voilà, on se pose la question, pour 20% d'écart de prix, est-ce que je préfère acheter la marque nationale, est-ce que je préfère acheter la MDD? On se pose vraiment la question. D'autant que, dernier élément explicatif, on est progressivement en train de passer d'une guerre des prix très forte à une surenchère promotionnelle énorme. Vous le voyez tous en magasin, je pense que vous l'avez tous vu. La promo est au cœur aujourd'hui de la bataille de la part de marché des enseignes. Les enseignes se font plus trop la guerre par le prix, quoique ça existe encore un petit peu, mais elles se font beaucoup la guerre par la promotion. Comment elles se font beaucoup la guerre par la promotion? En surenchérissant notamment sur les discounts, en surenchérissant par le nombre de produits qui sont présents en promotion. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne que les ventes sous prospectus, donc les ventes des produits, de chiffre d'affaires réalisés par les produits qui sont présents en prospectus cette année, en 2015, il a progressé de 7,5% par rapport à l'année dernière. Je vous rappelle, plus 1,6 sur le global, plus 7,5 sur la promo. Donc c'est là le relais de croissance très fort de l'année 2015. Et on voit quoi? On voit que la MDD est exclue de la promo. La MDD ne participe pas à la croissance promotionnelle. Et ça, c'est un vrai problème effectivement pour la MDD, notamment parce que du coup, l'avantage compétitif qui est déjà en train de se réduire en fond de rayon, il n'existe pratiquement plus. Quand on sait que le discount moyen, ça vous pouvez vous le noter, le discount moyen c'est de 35% sur une promotion, mais clairement, quand on n'a que 20% d'écart de prix, il éclate cet écart de prix. Il n'existe même plus. Quand vous avez, je vais prendre un exemple très concret, excusez-moi si je cite des marques que je n'aurais pas citées, mais quand vous avez une danette à 1 € et en face une MDD, par exemple, chez Auchan, Intermarché ou Carrefour, qui se situe à 92 centimes, voire 1,10 € parce que c'est son prix, évidemment que le consommateur, naturellement, parce que c'est une belle histoire, parce qu'il connaît le produit, va aller acheter la danette à 1 €. C'est évident. Donc, en dehors, ce n'est pas vraiment un désamour de la MDD, parce que le consommateur trouve que le produit est bon, parce que le consommateur nous dit c'est un bon rapport qualité-prix, mais tous les facteurs en magasin font aujourd'hui qu'on va aller vers de la bataille sur les marques nationales. Les distributeurs pensent aujourd'hui, alors peut-être à juste titre, en tout cas ceux qui le font sont plutôt ceux qui gagnent des parts de marché. Les distributeurs pensent effectivement, sauf un, Lidl, les distributeurs pensent que la bataille doit se faire pour gagner des parts de marché sur les marques. D'ailleurs, si vous regardez les communications, si vous écoutez les communications, c'est toujours sur les grandes marques. La promo, on vous dit toujours des promotions sur les grandes marques. On ne vous dit pas de la promotion sur tout le magasin, sur vos marques préférées. Donc vraiment, tout est axé aujourd'hui sur les marques. Si on se replonge sur un historique un peu plus long de la MDD, pourquoi la MDD recule ou quels sont les points qui font que la MDD recule et quels sont les points qui font que la MDD avait progressé. Vous le voyez, on va ici mettre en regard un indice d'évolution du chiffre d'affaires en vert et un indice
du nombre de références. Donc quand je vous disais qu'il y a toujours une corrélation très forte entre le nombre de références et le chiffre d'affaires de la MDD, vous voyez qu'ici, je n'ai pas besoin de faire vraiment la démonstration, ça se suit vraiment très fort, notamment entre les années, je ne sais pas si vous voyez très bien de loin, j'en suis désolé, mais ici on est en 97, et là-bas tout au fond on est en 2015, donc on est sur une période de 18 ans d'existence de la MDD. Et vous voyez que clairement, jusqu'aux années 2003-2004, il y a eu une très forte corrélation. C'est la période dans laquelle on a rentré beaucoup de MDD, etc. Ensuite, un petit peu moins de corrélation, et c'est-à-dire qu'on a forcé un petit peu, on a forcé un petit peu la MDD qui a créé un petit peu moins de valeur. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Quand on a un bon filon de rentrer beaucoup de références sur des produits qui font beaucoup de marge pour les distributeurs, on va toujours forcer un peu le trait. Donc à la fin, ça rapporte un peu moins forcément. Quand ça rapporte un peu moins, qu'est-ce qu'on va faire ? On fait de la promotion. Et donc effectivement, c'est la période dans laquelle les MDD ont vu leur poids promo passer de 14, 15 à pratiquement 20%, qui était un poids promo relativement élevé finalement. Et ensuite, effectivement, vous voyez que la MDD a reculé, le poids de la MDD a reculé. Quelles sont les catégories là aussi quelles sont les catégories sur lesquelles finalement la part de marché de la MDD a été la plus puissante et celle sur laquelle elle souffre fortement aujourd'hui. Ici, on est sur de la part de marché. Alors, je vais vous le montrer ici parce que vous lisez peut-être pas forcément bien. La catégorie sur laquelle la MDD est la plus puissante aujourd'hui, c'est les surgelés salés. Donc, c'est toute la partie surgelée. Sur les surgelés sucrés, c'est beaucoup moins puissant. Ensuite vient le papier. Alors le papier, c'est pas le papier pour écrire, hein, ça va être le papier hygiénique, toute l'incontinence, toute l'hygiène féminine aussi, les essuie-tout, etc. Donc c'est le papier industriel. Et ensuite, deux catégories qui sont des catégories majeures pour la MDD, vous allez le voir juste derrière, vous allez voir pourquoi, qui sont le frais non laitier et la crèmerie. Le frais non laitier, il faut avoir en tête que c'est la catégorie qui a drivé la croissance du PGC depuis une quinzaine d'années. Derrière, c'est le traiteur, la charcuterie, tous les produits de snacking, tous les produits de convenience aussi qui existent. Et vous voyez que sur un certain nombre de ces catégories qui sont des catégories très fortes, notamment le frais non laitier, notamment les surgelés sucrés, notamment aussi l'épicerie salée, la crèmerie, la MDD au mieux ne gagne plus de position, au pire en perd beaucoup. Et pourquoi je vous parlais de la crèmerie et du frais non laitier, c'est que vous voyez que ici on était en part de marché, ici on est en valeur absolue. Vous voyez que non seulement la MDD perd des positions sur le frais non laitier, mais encore en plus, elle perd maintenant de la valeur. Donc ça c'est un peu plus inquiétant puisqu'effectivement, le frais non laitier c'est une catégorie qui progresse très vite. Hein. On est sur des croissances de plus 3, plus 4 chaque année. En grande distribution, c'est une catégorie sur laquelle il y a énormément d'innovation, c'est une catégorie sur laquelle la MDD était très forte, je vous le remets là, avec pratiquement 50 points de part de marché il y a quelques années, c'est une catégorie sur laquelle la MDD perd très vite. On a perdu 6 points de part de marché en l'espace de quelques années. Pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi? Parce que les marques de fabricants ont innové. C'est pour moi la principale source d'explication. Si vous pouvez prendre le problème dans tous les sens, vous pouvez vous dire, oui, alors la marque de distributeur, ça marche bien quand les produits sont chers. J'ai pas vraiment vu de corrélation là-dessus. Ça marche bien quand les produits sont pas chers. J'ai pas vu vraiment de corrélation là-dessus. Ça marche bien quand les produits sont pas promotionnés. C'est pas vrai non plus. Ça marche bien quand les produits sont très promotionnés. Ça marche pas vraiment non plus. La seule réalité, c'est que la marque de distributeur marche bien quand les marques de fabricants innovent pas. La marque de distributeur a du mal quand il y a une bonne cohérence entre l'innovation, la promotion et des prix attractifs en magasin sur la marque de fabricant. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que finalement, pourquoi on a perdu des positions en MDD sur le frais non laitier? C'est parce qu'il y a des entreprises comme Erta, Sodebo, Fleury Michon et j'en passe et des meilleurs qui ont activé de manière très intensive l'innovation, ou en tout cas qui ont mis l'innovation au cœur de leur stratégie marketing, leur cœur de stratégie de développement, en se disant, sur le saumon fumé, si on veut arrêter que la MDD pèse aujourd'hui 60% et que le marché se dévalorise d'une certaine manière, on a intérêt à innover. Si on veut que sur les salades préemballées, on veut reprendre un petit peu de position, on a intérêt à innover. Et donc, c'est des marchés qui ont connu beaucoup d'innovation. Alors après,
évidemment, sur les 272 catégories du PGCFLS, je ne vais pas toutes vous les citer, juste je vous ai fait un petit ratio, il y en a 57% des catégories sur lesquelles la MDD est en recul. C'est énorme, hein, 57% des catégories sur lesquelles la MDD est en recul, 65% sur lesquelles la MDD perd des points, perd des positions. Je vous ai mis en rouge les top 15 des catégories, enfin le flop 15 des catégories sur lesquelles la MDD perd des positions. La première catégorie, c'est les chips, sur lesquelles la MDD perd 4,3 points de part de marché. Ensuite, voilà, il y a pas mal de catégories différentes. En quatrième gamme, ALS, c'est des salades préemballées, hein, c'est ce que vous connaissez. Boissons plates sans alcool aussi, c'est des catégories sur lesquelles il y a très forte guerre des prix. Hein, c'est des catégories sur lesquelles les marques sont très puissantes. Et là aussi, la MDD perd des positions. Donc vous voyez. Après, change pour incontinence, c'est l'arrivée d'une marque très forte qui s'appelle Procter, avec Always sur ce marché-là. Évidemment, ça fait perdre un petit peu de position sur la MDD. Et après, il y a quand même des catégories qui sont des catégories sur lesquelles la MDD gagne des positions. Mais généralement, ce sont des catégories sur lesquelles les marques ont moins de puissance. Les marques ont moins de puissance, c'est les marques qui innovent moins. Voilà. L'eau de Javel, par exemple, ce n'est pas des catégories qui sont hyper stratégiques, hein, en termes de marque et en termes de... Il nous reste allez, un gros 10 minutes, un quart d'heure, et puis après je vous laisserai la parole pour les questions. Donc comment on fait maintenant, finalement, qu'on est dans une situation un peu difficile, comment on fait pour regagner des parts de marché, comment on fait pour regagner des positions, comment on fait pour regagner de la valeur, tout simplement. La première chose, c'est de se dire que peut-être il faut arrêter de réfléchir qu'en volume et regarder la valeur. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà souvent tous fait, mais aujourd'hui, les consommateurs, les distributeurs veulent de la valeur, veulent des produits qui sont bons, qui sont beaux, et ils sont prêts à payer plus cher pour ça. Ça, c'est un des premiers points. Donc ce sera dans la deuxième partie. Le premier point, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait la croissance aujourd'hui, au-delà des produits? C'est les circuits. C'est les circuits qui font la croissance. Donc deux parties sur cette dernière finalement partie en forme de conclusion, de se dire, voilà, la MDD doit se différencier. Pour gagner, la MDD doit changer un petit peu la manière qu'elle a de fonctionner. Elle doit faire du vrai marketing, elle doit se différencier. Elle doit trouver des relais de croissance. Les relais de croissance, vous allez les trouver dans des circuits qui font de la bonne croissance et aussi sur des produits qui, voilà, c'est plus classique, vous allez me dire, mais on va essayer de voir tout ça. La première chose, c'est que plus 1,6, hein, ça vous l'avez en tête, la France, plus 1,6 en 2015, je pense que si vous avez un chiffre à retenir, c'est celui-là. Ce plus 1,6, il est complètement hétérogène en fonction des circuits, puisque le global HM, SM, SDMP, c'est la nouvelle manière dont on a de nommer les hard discounters en France, excusez-nous, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire supermarché à dominante marque propre. Notez que pour vous qui êtes producteur, distributeur ou acheteur de MDD, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'effectivement, c'est un circuit dans lequel la clé, en tout cas le business model, c'est la marque propre, la MDD. Bon bref, c'est ces circuits qui sont le marché, c'est des circuits plus classiques, hein, des circuits qu'on a l'habitude de traiter, de regarder, c'est seulement plus 0,6. Deuxième source de croissance, le drive. Le drive, plus 17,2 en 2015. Énorme source de croissance et, vous allez le voir, intéressante pour nous. Donc si on cumule les deux, on est à plus 1. Et la dernière source de croissance, ça va être la proximité. La proximité, c'est les magasins qui, en gros, font de 100 m² à 1000 m². Ce sont des magasins qui explosent en termes de nombre de magasins. Il y a plus 8% de magasins par rapport à l'année dernière en France. C'est pratiquement 100% de la croissance de la proxy cette année. Et on va le voir juste derrière, c'est un circuit dans lequel la MDD est plutôt plus performante que la moyenne. Donc on arrive à 1,6. Et donc du coup, si on doit regarder en termes de contribution à la croissance, on aime bien toujours regarder les évolutions, mais aussi la contribution, on est bon an mal an sur un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de la croissance vient des HM, SM, SDMP, ex-hard discounter. Un tiers sur le drive, un tiers sur la proxy. D'accord? Si on doit regarder la performance de la MDD, la performance des grands groupes, la performance des petits groupes dans ces circuits-là, on est passé sur la couleur grise. Vous voyez que sur ces trois circuits qui vont nous intéresser plus particulièrement, le drive, la proxy et les hard discounters,
on est sur des surperformances par rapport à la moyenne. Je vous rappelle, 36% la moyenne au global. Ici, on a 34% parce qu'on est sur des cumuls un petit peu différents, mais peu importe. Le drive, les air discounters et la proximité sont des marchés sur lesquels il y a de la surperformance sur la MDD. Donc, je vais en parler assez rapidement, mais aujourd'hui, clairement, ça va être des sources de relais de croissance, ou en tout cas des marchés sur lesquels il va être intéressant d'avoir de la croissance et d'être présent. Le drive, c'est assez logique, je pense que vous l'avez tous en tête. Le drive, pourquoi c'est très fort sur la MDD? Déjà, la première chose, c'est que la MDD tourne bien en drive et que le drive, c'est une question de logistique. C'est-à-dire que tous les problèmes du drive sont des problèmes de logistique, c'est des problèmes de coût. Or, on sait très bien que la MDD, généralement, génère un peu plus de marge, donc c'est quand même plus intéressant d'aller loader de la MDD en drive. Et surtout, ça correspond exactement au profil de consommateur, puisque on a plus de 2/3 de la consommation en valeur des drives qui sont faites par les familles. Chez Nielsen, on dit les familles avec enfants, ce qui est un peu une lapalissade, mais ce qui veut bien dire effectivement que ce sont des catégories de population qui ont des enfants, qui sont généralement un petit peu pressés ou pressurisés sur leur budget, et du coup sur lesquels la MDD a un point important. Donc, le drive, c'est 41% de part de MDD. Très intéressant d'être présent en drive, très intéressant pour les enseignes qui veulent avoir une bonne croissance sur leur MDD, d'être présent sur ça. C'est un vrai enjeu pour les enseignes. Deuxième chose, ça va être la proxy. La proxy, vous le voyez, c'est un circuit dans lequel, c'est un peu paradoxal parce que finalement le profil n'est pas forcément toujours en adéquation avec l'offre en fait, en proximité. C'est un énorme problème. La proximité, c'est pas un petit SM, c'est un magasin dans lequel il faut qu'il y ait une adéquation très forte entre la zone de chalandise et la population et l'offre. C'est-à-dire que si vous faites des proxys qui sont tous les mêmes dans Paris par exemple, vous vous trompez parce qu'en fait chaque quartier de Paris est différent. Et chaque profil, chaque population des quartiers de Paris est différent. C'est pareil pour les zones urbaines dans les différentes villes de France, c'est pareil aussi pour les zones rurales. Par contre, il y a un point qui est important, c'est de se dire que globalement quand même, la proxy est plutôt urbaine et que globalement, il y a beaucoup de MDD en proxy, alors qu'on pourrait penser que les populations urbaines sont plutôt des populations qui vont acheter plus de marques nationales. Du coup, c'est un très bon cas en fait, d'école, un cas marketing, la proximité aujourd'hui pour la MDD, c'est de se dire, mettons de la MDD, mais mettons pas la même MDD que celle qu'on va mettre dans les hypermarchés. La proximité aujourd'hui, elle a besoin de MDD premium, elle a besoin de MDD cher. Pourquoi? Parce que la population qui est aujourd'hui une population urbaine et qui fait ses courses en proximité, souvent, elle a déjà fait ses courses en hyper à côté, donc elle ne va pas juste racheter exactement la même chose que ce qu'elle a fait en hyper. Et souvent, ce qu'elle a acheté en hyper ou en drive, si en plus c'est une population urbaine qui va faire ses courses au drive et qui derrière va faire son complément en proxy, ne va pas aller acheter exactement la même chose. Donc il faut surloader, j'allais dire, surcharger les magasins de proximité si vous voulez faire si elles veulent faire de la MDD, beaucoup de MDD, en MDD premium, en MDD bio, sur laquelle il y a une énorme corrélation, j'allais dire, entre le profil et l'offre. Évidemment, ce que je vous dis là, c'est des moyennes. Ce n'est pas forcément vrai dans un magasin de proximité rural dans lequel on va avoir une population plus âgée qui va être adepte de produits un peu plus classiques. Évidemment, il faut faire le travail de manière intelligente, mais en tout cas, sur les magasins de proximité, il y a une bonne clé, j'allais dire, pour aller chercher du business sur de l'offre premium. Et puis, il y a Lidl. Il y a deux enseignes qui ont fait de la croissance l'année dernière. De la croissance de part de marché, je ne dis pas de la croissance de chiffre d'affaires. La première, c'est Leclerc, la deuxième, c'est Lidl. Lidl, c'est plus 0,4 points de part de marché l'année dernière. C'est énorme. C'est une enseigne qui veut faire 8 points de part de marché à la fin de l'année 2017. Ils font aujourd'hui 6,1 points sur un cumul annuel mobile. Mais surtout, c'est une enseigne qui a gagné 1 million de foyers acheteurs en un an. 1 million de foyers acheteurs, c'est colossal, c'est plus 4 points de pénétration. Et qu'est-ce qu'a fait Lidl? Lidl a été faire du rattrapage finalement sur les foyers aisés, sur les foyers plus âgés, sur les foyers un peu moins modestes, et c'est les catégories de population sur lesquelles il était un peu moins puissant. Et le business model de Lidl, c'est quoi? C'est, ils vous le diront tous,
c'est de notoriété publique. Le business model de Lidl, c'est de la MDD, hein, clairement. Si vous regardez un petit peu les chiffres, aujourd'hui, il y a pratiquement 80% de l'offre chez Lidl qui est de l'offre MDD. En termes de poids-valeur, c'est à peu près la même chose. Hein, 78% de l'offre du chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires. Alors on est sur des achats-valeurs, on est sur du panel conso. C'est de l'achat-valeur de MDD. Et surtout, 92, pratiquement 100% de la croissance de Lidl vient de la MDD. Donc clairement, aujourd'hui, si on vous dit le business model n'est pas basé sur la MDD, vous pouvez dire, attendez, Lidl, le business model est clairement fait sur de la marque de distributeur. Ce que fait bien Lidl, et ce que fait peut-être moins bien les autres, c'est la communication. C'est mettre en valeur sa marque de distributeur. C'est croire au fait que la marque de distributeur de Lidl a une puissance qui est une vraie puissance. C'est croire au fait que afficher le fait que ce soit produit en France, il faut en être fier, il faut le communiquer, il faut en parler à la télévision, il faut en parler dans les médias. Et ça, c'est des choses, effectivement, sur lesquelles Lidl a certainement pris un petit peu d'avance par rapport aux autres enseignes. Mais quand on n'est pas... Il n'y a pas que ces circuits-là, et il y a aussi les HMSM un peu plus classiques, et vous allez voir que tout n'est pas foutu non plus dans ces magasins-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut quand même continuer à loader de l'offre, et alors ici on est sur une étude peut-être un petit peu compliquée, mais qui dit, quand on va rentrer une offre, est-ce que cette offre va finalement générer de la croissance au niveau du dessus, au niveau de la catégorie? C'est le concept d'incrémentalité, c'est dire qu'en fait, on ne va pas forcément rentrer... C'est pas parce qu'on rentre une offre que ça va générer forcément de la croissance, mais vous voyez que par exemple dans les hypermarchés, dans 40% des catégories, on est sur des offres qui sont peu saturées. Ça veut dire qu'on peut encore rentrer beaucoup d'offres. Et qu'est-ce qu'il faut rentrer comme offre? Dans les hypermarchés notamment, on a clusterisé, j'allais dire, les offres. On a clusterisé les offres en fonction des intervenants, PME, MDD, autres marques de grands groupes, les marques Challenger, les TPE, les marques leaders, les ETI. Et vous voyez que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les hypermarchés, non, dans les supermarchés, pardon, c'est un peu moins le cas dans les hypermarchés. Dans les supermarchés, aujourd'hui, la MDD arrive en deuxième position. Donc quand on nous dit, oui, il y a trop de MDD en supermarché, il y a trop de... en fait, la réponse est clairement non. Ici, on l'a fait sur 40 catégories, qui sont des grosses catégories. Hein, c'est lessive, biscuiterie, etc. C'est vraiment des très grosses catégories. Et vous voyez que dans 62% des catégories, de ces catégories-là, ajouter une référence supplémentaire de MDD a finalement un impact qui est très positif sur la catégorie. Il y a seulement 10% des catégories dans lesquelles il y a un impact négatif. Vous voyez, donc, dans le discours, on a encore de la place pour gagner du référencement. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire comme référencement entre la MDD Premium, la MDD Bio, la MDD Standard, la MDD Premier Prix, etc. etc. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est en moyenne, la MDD Standard, elle est 2 fois plus incrémentale que le reste. C'est normal, c'est ce qui va générer du volume, des rotations. Donc là aussi, il ne faut pas se tromper dans les discours. Le relais de croissance de la MDD, il est clairement aussi sur le Premium, sur le Bio. Mais si on ne fait pas le travail sur la MDD Standard, c'est-à-dire que si on ne load pas les catégories, si on ne fait pas un travail de référencement aujourd'hui sur les catégories de la MDD Standard, on va perdre sur la MDD. Il y a un deuxième message par rapport à ça, c'est que la MDD Premier Prix, elle est passée d'une part de marché de 15% en 2006 à une part de marché de 7% finalement l'année dernière. Or, le modèle nous dit que cette offre de MDD Premier Prix, elle est encore incrémentale. C'est-à-dire qu'on manque aujourd'hui, clairement, notamment en hypermarché et en supermarché, de MDD Premier Prix. Pourquoi on dit ça aussi? C'est parce qu'on est là face à une population qui va être relativement captive sur la MDD Premier Prix. Il y a finalement un taux de fidélité sur ces marques-là qui est proche de 50%. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'en arrêtant de faire de la MDD Premier Prix, certaines enseignes vont se couper d'une partie de la population. Et ces populations-là, où est-ce qu'elles vont aller? Je vous le donne en mille, elles vont aller chez Lidl, clairement. D'accord? Qui ne fait pas forcément de la MDD Premier Prix, mais qui va avoir une image de rapport qualité-prix qui est beaucoup plus puissant. Et après, est-ce qu'il faut faire de la MDD bio et de la MDD Premium? La réponse est clairement oui. Il faut faire de la MDD bio, il faut faire de la MDD Premium. Il faut loader ces catégories-là. Il faut
faire de la différenciation avec le bio, avec le premium. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas le faire sur toutes les catégories. Vous voyez que la MDD premium va être plus additive que la MDD standard, donc c'est-à-dire générer un chiffre d'affaires incrémental supplémentaire sur 5 catégories sur 10, j'allais dire seulement. Ça veut dire effectivement qu'il faut faire le travail, c'est les catégories qu'on a citées là par exemple, donc les conserves de poisson, saucissons secs, jambon cuit, c'est des catégories sur lesquelles aussi la MDD premium n'est pas forcément encore beaucoup présente et a besoin de faire du rattrapage. Sur le bio, c'est la même chose. Le bio n'est pas éligible sur toutes les catégories. Il vaut mieux peut-être pas rentrer très fortement, en tout cas mettre toutes ses billes sur le bio, sur des catégories sur lesquelles on aurait d'abord besoin de MDD standard. Puisque vous le voyez, hein, le travail qu'on va faire aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, hein, attention à ne pas se tromper, 87,7% du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est quand même de MDD standard. Bon, ça, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Ça, je vais terminer, mais ça, je vais passer. Je vous le laisserai dans la présentation. C'est les poids en fait, des MDD bio et premium et les rattrapages ou les évolutions de chiffre d'affaires en fonction des enseignes. Vous voyez que Monoprix sur la MDD bio et sur la MDD premium est assez largement en tête. Après, il y a pas mal d'enseignes qui font pas mal de rattrapage hein, sur la MDD bio, notamment. Pourquoi c'est important le bio? On revient maintenant sur un total France, 1,6, la croissance de la France. Le bio en France, c'est une croissance de 10%. C'est-à-dire qu'avec un chiffre d'affaires de 2,5%, le bio fait 20% de la croissance du PGC-FLS en France. 20% de la croissance du PGC-FLS en France. Et quand on pose la question en français, est-ce que vous êtes prêt à payer plus pour des produits d'entreprise environnementales, etc., etc. Il y a 2 ans, ils nous disaient bof, 31% disaient oui. Et cette année, on est à 44% qui nous disent oui. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui, depuis quelques années en France, qui fait dire effectivement que le bio, c'est un bon curseur pour mesurer ça, mais les Français sont OK pour payer plus pour des produits qui sont responsables, environnementaux, écologiques, etc. Alors, quelle perspective finalement, effectivement, il y a la MDD bio et la MDD premium, mais il y a surtout un travail sur la MDD standard à faire qui est très fort. Pardon. Le travail, c'est pas seulement sur les produits, le travail, c'est aussi sur la communication. Le travail, c'est sur la communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait faire de la promotion sur la MDD, même s'il y a pas mal d'enseignes qui tergiversent un petit peu sur ça. On sait faire du prix sur la MDD. Par contre, généralement, on ne communique pas très bien sur la MDD. On ne sait pas très bien communiquer en magasin, on ne sait pas très bien communiquer sur le packaging. Les packagings sont encore relativement pas toujours très avenants. Ce qui n'est pas possible, hein. Clairement, aujourd'hui, il y a une exigence de qualité qui est aussi une exigence de qualité du packaging, une exigence de qualité du produit et de la communication. Je vous ai mis l'exemple d'Intermarché qui est pour moi un exemple assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Intermarché, vous le savez, je pense que c'est quelque chose qui est complètement connu ici, 50% des produits, environ 50 à 60% des produits de MDD vendus par Intermarché sont produits par Intermarché en France. D'ailleurs, Intermarché se revendique comme étant le plus gros producteur français industriel hein, devant Nestlé. Et donc, c'est intéressant de voir effectivement que cette communication, cette fierté de communiquer sur ces marques. Pourquoi? Parce que si on revient au début de l'histoire, qu'est-ce qui va faire aujourd'hui la croissance d'une enseigne? C'est la différenciation. Et la différenciation, elle se porte aussi par la valeur de l'enseigne qui est souvent portée, le vecteur de la valeur d'une enseigne, ça va être souvent la MDD. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc il faut innover. Je vous disais tout à l'heure que les marchés sur lesquels finalement les marques nationales avaient repris l'innovation sont les marchés sur lesquels elles avaient regagné. Au MDD, maintenant, de reprendre un petit peu la parole, de reprendre la puissance de l'innovation et se mettre vraiment dans une structure, en tout cas avec les enseignes, parce que vous ne pouvez rien faire sans les enseignes, de se dire que vous allez communiquer, vous allez innover fortement et communiquer sur l'innovation. Quelques petites pensées pour terminer, en guise de conclusion. La première, c'est qu'on ne reviendra jamais à la période d'avant. Pourquoi? Parce que depuis 4 ans, le monde a changé. On est dans un prisme prix-promo qui est complètement différent. On est dans un comportement d'acheteur, un comportement shopper qui a fortement évolué. Internet a fait évoluer les choses. Aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir tout
pas cher, j'allais dire. On peut s'acheter des marques nationales en promo pratiquement tout le temps. Et il ne faut pas dire que si on refait un prix un peu moins cher, si on refait de la qualité plus ou moins pas mal, et si on recommunique un petit peu sur de la promo, on va gagner sur la MDD. C'est pas vrai parce que les gens ont changé et parce que la manière de consommer a complètement évolué. Donc du coup, il faut réfléchir autrement. Il faut faire du marketing. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du marketing exactement comme les marques. Ça veut dire qu'il faut réfléchir la MDD comme une marque. Il ne faut pas faire exactement la même chose que les marques. Ce que les marques font, ce n'est pas toujours très bien. Mais la MDD a un gros avantage, c'est que la MDD a un a priori qui est positif, qui est très fort en France. Donc la MDD part déjà sur un terreau qui est beaucoup plus favorable. Et donc je vous assure que vous devriez avoir moins peur de communiquer. La MDD devrait avoir moins peur de communiquer que les marques. Communiquer pour une marque, quand on est un gros groupe, il y a toujours un petit risque de défiance vis-à-vis de la marque. Pour la MDD, c'est beaucoup plus faible. La MDD a vraiment une histoire à raconter. Donc raconter une histoire, c'est vraiment un des enjeux majeurs de la communication aujourd'hui de la MDD. Si vous ne communiquez pas de manière pertinente, personne ne saura que vous êtes bon, personne ne saura que vous êtes peut-être meilleur que les autres, etc. Et puis l'innovation doit être au cœur de la stratégie. Alors au cœur de la stratégie de quoi? De la premiumisation de la MDD. Moi je pense personnellement que dans les années à venir, peut-être à horizon 4, 5, 10 ans, quels seront les produits les plus chers en magasin? Ce seront des produits de MDD. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vous assure, ce n'est pas une réflexion que j'ai comme ça, mais on manque de produits chers en magasin, notamment dans les magasins de proximité. Et la MDD a finalement cette flexibilité, où vous avez cette flexibilité de proposer des produits de très bonne qualité, relativement rapidement, de les proposer aux distributeurs, et les distributeurs vont vous les vendre. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, dernière chose, c'est la différenciation des enseignes. La MDD porte le message de l'enseigne, donc la qualité. On disait l'année dernière que la MDD, c'est vraiment le rapport qualité-prix. Le prix, il n'y a plus trop d'avantages prix pour la MDD. Et vous n'allez pas regagner cet avantage prix comme ça en 2 semaines ou en 1 an. C'est pas vrai. Donc il faut finalement accélérer sur la qualité, continuer à faire beaucoup plus de qualité. Les catégories sur lesquelles la MDD a reculé en qualité sont les catégories sur lesquelles la MDD a perdu. Et ça, c'est 100% de réussite. Ne baissez pas la qualité et en tout cas, n'ayez pas peur de proposer des produits encore plus haut de gamme que ce que vous pouvez même imaginer. Alors, je ne vous ai pas mis des exemples de pays de l'Europe, mais l'Angleterre est un bon exemple de MDD très haut de gamme, sur lesquels, dans certains marchés, les produits les plus chers sont des produits de MDD. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, merci de votre attention.